Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Observe Actu TV. Comment en est-on arrivé là? C'est la question que beaucoup se posent face au spectacle effarant du débat public actuel où le gouvernement le plus à droite de l'histoire d'Israël trouve ses soutiens les plus ardents au sein des extrêmes droites européennes et américaines. Une alliance contre nature? Une aberration historique? Mon invité d'aujourd'hui a fait exactement le contraire. Pour le philosophe belgo-américain Michel Feher, cofondateur de Diaphragme.fr et observateur avisé des mutations idéologiques de la droite, nous assistons au déploiement d'un contrat cynique qu'il nomme le pacte de blanchiment réciproque. Dans son dernier ouvrage, Redevenir juif, paru aux éditions La Découverte, Michel Feher dresse un constat explosif. Pour obtenir leur brevet de blanchité intégrative et échapper à la stigmatisation, les institutions juives diasporiques ont été sommées d'offrir une allégeance inconditionnelle à l'État d'Israël, quitte à pactiser avec ceux qui véhiculaient et véhiculent encore l'antisémitisme le plus crasse. Mais Michel Feher ne fait pas qu'autopsier ce marché de dupes. Il propose un chemin d'émancipation. Pour les Juifs de la diaspora, il ne s'agit pas de raser les murs, ni de se réfugier dans un pas en notre nom tiède, mais de revendiquer haut et fort l'héritage d'une judéité diasporique, cosmopolite et déracinée. Bref, redevenir le cauchemar absolu des nationalistes et des suprémacistes de tout poil. Michel Feher, bonjour et merci infiniment de notre invité. Merci à vous. Alors, Michel Feher, votre livre commence par le récit d'une métamorphose sociale et politique. Vous décrivez un deal inédit proposé aux Juifs occidentaux, troquer le statut historique de minorité suspecte contre celui de blanc exemplaire à la condition de servir la caution morale à l'Occident. Ma première question, pouvez-vous nous expliquer la mécanique de ce pacte de blanchiment réciproque? Que donnent les Juifs de la diaspora dans cette transaction et que reçoivent-ils en échange? C'est ça. Alors, merci. Vous avez pratiquement tout dit. Moi, j'ai peu de choses à ajouter, mais je vais essayer quand même. Ça commence probablement dans la foulée de la guerre dite des 6 jours, donc de la guerre de 1967. Grande victoire israélienne. Et à la suite de cela, se met en place effectivement cette espèce d'échange, bien sûr informel et implicite, où, pour la première fois, dans leur longue histoire en Occident, les Juifs sont pris comme des blancs à part entière. Pas encore des blancs exemplaires, ça viendra plus tard, mais déjà au moins des blancs à part entière, des blancs ordinaires, c'est-à-dire que ça se joue en deux fois. Ça se joue d'abord suite à la guerre elle-même, où effectivement l'armée israélienne s'est comportée comme une armée victorieuse, et par conséquent, ça c'est un espèce de grand pas vers comment dire, une manière d'abandonner la vision ou l'image du juif impuissant qui dépend et souvent souffre de sa dépendance par rapport à la protection d'autres. Là, effectivement, les Juifs ont montré qu'ils n'ont besoin de personne par Israël interposé et qu'ils peuvent gagner des guerres tout seuls. Donc ça, c'est un grand pas des Juifs vers la blanchité. La décennie suivante, les années 70, va voir un autre phénomène se dérouler, qui est une manière de réinterpréter l'histoire du XXe siècle, en Europe en particulier, en Occident plus généralement, en faisant de l'antisémitisme et de son apogée catastrophique qu'est la Shoah un élément central de l'histoire européenne et de l'histoire de l'Occident à la fin du 19e et au 20e siècle. Et donc, il y a une espèce de reconnaissance de la part des sociétés occidentales d'une dette proprement impayable vu la magnitude de la Shoah,
vis-à-vis des Juifs. Mais c'est une manière de dire que désormais, la question juive, c'est pas seulement le problème de ces étrangers de l'intérieur. La question juive, disent les Occidentaux, c'est la nôtre. C'est notre dette, c'est notre responsabilité. Donc, effectivement, il s'agit non pas de payer cette dette puisqu'elle est d'une certaine façon impayable, mais il s'agit au moins de montrer que les leçons ont été apprises et qu'une rédemption peut venir. Jusque-là, je dirais pas de problème. Le problème va venir déjà du fait qu'il va y avoir assez rapidement un débat sur la question de savoir cette exemplarité de la Shoah, qu'est-ce que ça signifie. Le plus jamais ça, déjà prononcé en 45, mais qui prend tout son sens à partir des années 70, qu'est-ce que signifie ce plus jamais ça? Plus jamais ça pour quiconque, c'est-à-dire plus jamais de génocide, plus jamais de gens qui seraient tués de façon systématique et collective simplement pour ce qu'ils sont, ou est-ce que c'est plus jamais ça pour les Juifs, du fait d'un espèce de racisme, et ce n'est même plus du racisme, d'un mal particulier qui serait l'antisémitisme et qui serait quelque part incomparable. Donc déjà, il y a un débat de ce côté-là, mais même sans entrer dans ce débat qui a toute son importance, et qui a toute son importance en particulier dans l'idéologie sioniste, en tout cas sa récupération par l'idéologie sioniste et par les Israéliens. Mais indépendamment de ce débat-là, c'est là où on voit que effectivement, là, les Juifs ne sont plus simplement des Juifs, des Blancs ordinaires parce qu'ils savent se battre, mais ils deviennent des Blancs essentiels dans la mesure où c'est eux qui doivent, à qui on demande quelque part, de montrer que les Occidentaux ont fait des progrès. C'est-à-dire que enfin, après un passé un petit peu en demi-teinte, les Occidentaux, les Européens, voire les États-Uniens, sont enfin à la hauteur de leurs idéaux démocratiques et universalistes parce qu'ils ont répudié l'antisémitisme. Et ça, c'est là où on a un pacte de blanchiment réciproque. C'est-à-dire qu'on donne aux Juifs la possibilité d'être des Blancs à part entière, et bientôt des Blancs exemplaires parce que particulièrement exposés à la vindicte ou à l'antipathie de certaines populations non occidentales, ou en tout cas en but ou révoltées contre l'Occident. Donc, ils sont exemplaires à cet égard-là, une espèce d'avant-poste, d'une certaine façon. Donc, on leur offre ça, cette possibilité d'une blanchité intégrale, si on peut dire, mais en échange, on leur demande de dire que les Blancs sont sympathiques, ou plus exactement, on leur demande de dire que l'Occident, effectivement, a fait des progrès considérables et l'Occident a répudié l'antisémitisme et que désormais, les sociétés occidentales sont bien les sociétés libérales démocratiques qu'elles ont toujours prétendu être, mais dont l'antisémitisme était la preuve qu'elles n'étaient pas à la hauteur de leurs idéaux. Donc ça, c'est l'échange qui est proposé. Et pourquoi pas l'accepter d'une certaine façon? Pourquoi pas dire qu'effectivement, le fait qu'il n'y ait plus d'antisémitisme systémique et que même il y ait une espèce de vigilance particulière des gouvernements et des sociétés occidentales par rapport à l'antisémitisme, pourquoi ne pas dire oui, c'est bien, c'est un progrès, on se sent mieux, on se sent plus en sécurité en Occident, etc. Pourquoi pas? Sauf que, évidemment, ce pacte de blanchiment réciproque, ça ne va fonctionner que si on déplace la définition de ce que c'est que l'antisémitisme. C'est-à-dire que soudain, l'antisémitisme, ce n'est plus ce qu'il était traditionnellement, c'est-à-dire précisément dans ce monde européen occidental, c'est-à-dire une aversion pour le cosmopolitisme, une aversion pour des gens qui sont sans racines, des gens qui, n'ayant pas de racines profondes, se spécialisent dans les abstractions, comme les mots ou l'argent. Donc, bref, tout ce bagage, pour y revenir, de cet antisémitisme traditionnel, ça, puisque l'Occident va mieux, on peut dire c'est un peu fini, il y a un antisémitisme terrible qui est en train de se développer, une espèce de renaissance de l'antisémitisme, mais il ne vient plus du tout des bonnes sociétés blanches occidentales, il vient du Sud global,
et de manière encore plus peut-être pernicieuse du côté des minorités racisées qui vivent dans ce monde occidental. Et ça, c'est ce qu'on demande aux Juifs véritablement, de dire que c'est ça le véritable antisémitisme. Et comment s'exprime cet antisémitisme? Pas des manières traditionnelles, qui consistent à dire les Juifs, ils ont trop d'argent, les Juifs, ils ont trop de pouvoir, ils infiltrent les rouages de l'État, ils possèdent les médias. Certes, on peut jouer avec ça, mais c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, l'antisémitisme se remarque chez les gens qui disent que le sionisme, c'est un problème, que la politique israélienne est une politique criminelle. Et donc ça, c'est comme ça que le deal va fonctionner. C'est comme ça que cet échange de blanchiment réciproque va fonctionner. Et du coup, ça impose une espèce d'allégeance, je dirais, obligatoire des Juifs d'Amérique à Israël pour, et c'est cet étrange paradoxe, pour être vraiment blancs, les Juifs doivent prêter allégeance à Israël. Une manière donc d'effacer le péché d'antisémitisme des démocraties occidentales. D'une part, pas de l'effacer, parce qu'au contraire, il est ressassé. Oui. L'idée n'est pas de l'effacer, mais c'est de dire, regardez comme c'est en train de se soigner. Au moment même où l'antisémitisme est en train de se développer hors d'Occident. C'est ça le truc. Et c'est ça qui fonctionne, et c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, du coup, il y a une espèce de pression sur les Juifs de dire, oui, dans le monde arabe, chez les minorités racisées, l'antisémitisme explose, et c'est ça le véritable danger pour nous. Heureusement, nous avons des alliés solides qui sont les gouvernements occidentaux et qui manifestent leur soutien en soutenant Israël. C'est le piège dans lequel nous sommes. Justement, ce pacte produit des cécités stupéfiantes. Vous vous rappelez que l'Anti-Defamation League américaine qualifie un salut nazi d'Elon Musk de geste maladroit, tandis qu'en France, on pardonne à Gérald Darmanin ses écrits sur Napoléon et les usuriers juifs. Est-ce à dire que le soutien aveugle à la politique de Netanyahou est devenu un permis d'amnistie pour l'antisémitisme traditionnel? Oui, ça c'est évidemment vous avez raison, ça c'est le prix à payer pour les Juifs qui acceptent ce pacte de blanchiment réciproque. C'est-à-dire qu'il y a deux prix à payer. Le premier, qui est quand même le principal, le plus lourd, c'est le fait que, puisque ce pacte dépend d'accepter l'allégeance à Israël, ça veut dire qu'il faut soutenir Israël quoi qu'Israël fasse. Donc, lorsqu'il y a un génocide à Gaza, lorsqu'il y a un processus d'épuration ethnique en cours en Cisjordanie, lorsqu'il y a la destruction du Sud-Liban, voire de certaines parties de la Syrie, on est néanmoins tenu de dire non, c'est de l'autodéfense, vous comprenez pas, s'ils font pas ça, ils seront annihilés, c'est Auschwitz qui va revenir. Donc ça, c'est le premier truc qui peut être un peu lourd, parce que c'est pas très agréable de défendre un État génocidaire. Ça, c'est le premier prix. Mais le deuxième prix à payer, c'est le fait que il s'agit de dire que l'antisémitisme traditionnel, celui des Blancs, justement, c'est résiduel, comme on dit. C'est-à-dire, il y en a presque plus. Bon, il y a des petites manifestations ici et là, mais enfin, c'est pas ça qui est dangereux. Le problème, c'est que oui. Le problème, c'est que, néanmoins, quand toutes les enquêtes d'opinion montrent, et même des enquêtes sociologiques plus profondes que des enquêtes d'opinion, que les sentiments antisémites traditionnels persistent, et qu'ils persistent essentiellement à droite et à l'extrême droite. C'est-à-dire dans les sensibilités politiques les plus favorables à la politique israélienne. Donc ça, c'est un problème. Et donc, du coup, si les Juifs veulent tenir leur deal et leur pacte, ils doivent dire, quoi qu'il en coûte, non, c'est pas grave. Et ce sont les deux exemples que vous citiez. Celui de l'Anti-Defamation League aux États-Unis est le plus spectaculaire, où Elon Musk salue le retour de Trump au pouvoir par un salut nazi, ce qui d'ailleurs est un geste pour le moins prémonitoire quand on voit ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui. Et les gens qui viennent à son secours, c'est l'organisation de lutte contre l'antisémitisme qu'est l'Anti-Defamation League, en disant mais non, vous n'avez pas compris, c'était pas du tout un salut nazi, c'était juste un geste maladroit dans un moment d'enthousiasme. Bien. Et la même chose pour Gérald Darmanin, donc
à l'époque ministre de l'Intérieur et farouche défenseur de l'alliance entre la France et d'Israël, mais qui néanmoins écrit un livre sur le séparatisme islamique, par ailleurs, mais où, au détour d'une phrase, il rend hommage à Napoléon Bonaparte pour avoir protégé les bons Français des méfaits des usuriers juifs. Donc, l'antisémitisme le plus crasse, etc. Et là, on a l'équivalent de l'Anti-Defamation League, la LICRA en France, donc Ligue contre le racisme et l'antisémitisme, en principe, qui va expliquer, mais non, pas du tout. Ce qu'il voulait dire, c'est que il rendait hommage à l'empereur pour avoir protégé les Juifs de la vindicte populaire, alors qu'on les accusait d'être des usuriers. Donc, n'importe quoi. Et Pierre Birnbaum, célèbre historien notamment qui a écrit un remarquable livre sur Napoléon et qui ne peut certainement pas être soupçonné d'antisionisme, a dit que c'était absolument ridicule et qu'il y avait effectivement un antisémitisme crasse chez Napoléon et que le fait que Darmanin l'applaudisse, c'est un véritable scandale. Donc voilà, donc ça c'est l'autre prix à payer, c'est que au fond, on est là pour faire la voiture balai de toutes les manifestations traditionnelles d'antisémitisme en disant non, mais ça c'est pas grave, c'est juste des moments comme ça. Or, évidemment, c'est frappant et c'est assez saisissant, par exemple, quand on voit la difficulté qu'a le Rassemblement national à trouver des candidats pour les élections, que ce soit les élections nationales ou les élections locales. Non seulement ils sont racistes, homophobes, transphobes, tout ce que vous voulez, bon, ça va dans l'ambiance actuelle. Mais en plus, on parvient pas à trouver des candidats qui ne sont pas antisémites. Pour ça, quand même, il faut faire exception là-dessus. Pour ce qui est des Arabes, des Noirs, des musulmans, des trans, on peut y aller, ça passe. Mais les Juifs, non, ça il faut se retenir parce que quand même, ça fait partie de ce pacte de blanchiment réciproque. Donc voilà où nous en sommes. Alors, l'un des aspects les plus décapants de votre essai réside dans la relecture que vous faites des pères fondateurs du sionisme. Loin d'y voir une simple réponse de protection face au pogrom, vous décelez dans le projet de Herzl et de Ben-Gurion une intériorisation troublante des stéréotypes antisémites de l'époque. Vous écrivez que le sionisme s'est construit sur une démotion proprement antisémite de la judéité diasporique. Qu'entendait Théodore Herzl quand il opposait le juif de la diaspora aux futurs citoyens de l'État juif? Alors oui, c'est non seulement Herzl, mais c'est ensuite Jabotinsky, Ben-Gurion, Gordon, enfin tous les pères fondateurs du sionisme. Oui, c'est d'abord, si je puis me permettre une petite parenthèse avant de répondre à votre question, c'était comment dire, c'était la raison principale, en tout cas, pour commencer ce livre, c'était la gêne que j'avais par rapport aux gens qui sont soit antisionistes déclarés, soit radicalement critiques, non seulement de la politique israélienne ou du gouvernement israélien, mais de la forme de l'État israélien tel qu'il est aujourd'hui. Et ces gens-là doivent toujours se défendre de dire ça veut évidemment pas dire que nous sommes antisémites et qu'il ne faut pas confondre l'antisionisme et l'antisémitisme. Alors ils ont parfaitement raison, mais quand on accepte d'être mis dans une position défensive, on a toujours l'impression que ah ouais, s'il se défend, c'est que quand même il doit y avoir quelque chose. Bon. Donc il me semblait qu'il était plus judicieux, plus efficace et non moins vrai d'insister sur la réciproque, qui est le caractère fondamentalement antisémite du projet sioniste lui-même. Antisioniste au sens très particulier où effectivement, à l'époque, la culture juive, c'est quoi? C'est une culture diasporique. C'est un peuple qui ne vit plus pratiquement qu'en diaspora, et depuis des milliers d'années, à tel point qu'on aurait du mal à penser une culture juive non diasporique. Mais elle n'existe elle-même que filtrée et relayée par les auteurs de la diaspora. Donc, d'une certaine façon, pour des raisons historiques qui n'ont rien d'essentiel, mais pour des raisons historiques, les Juifs sont les diasporiques absolus, d'une certaine façon. Il y en a d'autres, mais c'est particulièrement frappant. Or, qu'est-ce que c'est que le projet sioniste? Le projet sioniste, c'est
de faire un État-nation, et un État-nation modelé sur la manière dont les nationalistes européens à la fin du XIXe siècle imaginent l'État-nation. Donc pas un État de droit libéral, mais un État-nation, c'est-à-dire un État-nation ethno-religieux. C'est-à-dire qu'effectivement, on va donner la souveraineté au peuple, mais le peuple, il est défini selon des critères ethniques et religieux stricts et rigoureux. Donc il s'agit de faire un État de ce type. Par exemple, à l'époque, il y a un mouvement pan-germaniste en Allemagne et en Europe centrale, il y a un mouvement pan-slave en Russie et dans les pays d'Europe de l'Est, qui dit quoi? Qui dit que le peuple allemand ou le peuple slave vit dans le malheur parce qu'il est dispersé, parce qu'il n'a pas le territoire qu'il devrait avoir et qui lui a été promis, et que par conséquent, il s'agit de reconstituer cet État-nation où les Slaves ou les Allemands auront enfin tout le territoire qui devrait être le leur et où ils pourront être les seuls citoyens de plein droit sur ce territoire. Il se fait que ces mouvements pan-slaves et pan-germanistes sont les mouvements les plus antisémites d'Europe à l'époque. C'est tout l'antisémitisme racial qui va déboucher sur le nazisme, il vient de là. Il vient de ces mouvements-là. Or, étrangement, c'est ça qui va fournir le modèle du sionisme. C'est ce nationalisme-là qui va fournir le modèle du sionisme. C'est-à-dire que ce qu'ils partagent, c'est la détestation. Pourquoi? Ces États-nations, bien sûr, comme ils sont limités, ils ont des étrangers. Il y a d'autres pays, il y a des pays étrangers, et ces pays étrangers sont vus comme éventuellement des rivaux menaçants. En tout cas, il y a l'idée, c'est d'établir une frontière stricte entre nous et eux. Bien. Mais au moins, ils font partie d'une autre nation. Or, les Juifs sont ces étrangers de l'intérieur qui n'ont pas d'autre nation. Ce qui veut dire que leur seule présence, leur seule existence, d'une certaine façon, met en question cette évidence du rapport entre un peuple, sa terre, ses frontières, sa nation, sa religion, etc. Et donc, du coup, évidemment, ces mouvements pan-slaves et pan-germanistes sont radicalement antisémites et ne rêvent que d'une chose, c'est de se débarrasser des Juifs pour réussir à retrouver l'intégrité tout à la fois morale et ethnique du peuple allemand ou du peuple slave. Bien. Or, le projet sioniste consiste à faire un État de ce type, encore une fois, rassembler les Juifs dispersés de par le monde dans un État qui serait le leur et qui ne serait que le leur. Bien. Et avec en plus le côté messianique laïque ou religieux selon les cas, enfin ils étaient laïcs pour la plupart, l'idée c'est que cette deuxième chance, cette nouvelle chance, ça doit être un État exemplaire. Un État exemplaire, donc un État démocratique, mais juif, uniquement. Alors ça c'est un problème, parce que ça ne peut marcher que si on s'installe dans un lieu où il n'y a personne. Et effectivement, ce sera le mythe fondateur du sionisme que la Palestine, c'est une terre sans peuple, prêt à accueillir un peuple sans terre. Le problème, c'est que c'est pas une terre sans peuple. Il y a des gens, il y a les Palestiniens qui sont là. Donc, on va ou bien nier leur existence, ou bien dire que ce sont des nomades et que par conséquent, ils peuvent très bien aller ailleurs, surtout que les autres pays environnants sont arabes aussi, donc pourquoi pas. Mais il y a cette idée qu'il s'agit effectivement de faire cet État exemplaire, mais où la souveraineté ne serait laissée qu'au peuple juif. Et donc, du coup, ça crée une espèce de colonialisme particulier qui est le colonialisme du pionnier. C'est pas du tout la même chose que le colonialisme ou que l'impérialisme colonial britannique ou français, qui est fondé sur la domination. L'idée de la supériorité des gens de métropole et l'infériorité des autochtones qui, parce qu'ils sont inférieurs, peuvent être dominés et parce que
les Français ou les Anglais ont une mission civilisatrice, eh bien, ils peuvent être dominés, mais ils seront aussi éduqués pour qu'un jour, peut-être, ils parviennent à atteindre le niveau des gens de la métropole. Ça, c'est un imaginaire d'impérialisme colonial qui n'est pas celui de l'impérialisme pionnier ou du colonialisme pionnier. Le colonialisme pionnier, c'est l'idée de faire une terre qui sera une rédemption pour les persécutions subies dans les pays d'où on vient, mais où le peuple vivra tout seul. Ce qui veut dire que l'imaginaire n'est pas un imaginaire de domination, mais c'est un imaginaire d'épuration ethnique. C'est-à-dire qu'il faut se débarrasser des intrus pour que ce peuple puisse arriver là. Donc ça, c'est le projet sioniste, ce qui veut dire que pour mettre en œuvre ce projet, pour le réaliser, on a besoin de quoi? On a besoin de paysans pour que la terre, pour que le désert se transforme, fleurisse et se transforme en champ fertile. Et on a besoin de soldats, un, pour se débarrasser des intrus qui sont là, c'est-à-dire les autochtones, et d'autre part, pour se protéger contre les voisins de ces autochtones qui pourraient ne pas trouver sympathique qu'on ait exclu les gens qui vivaient là. Donc, on a besoin d'un peuple de paysans soldats. Le problème, les Juifs, ils sont beaucoup de choses. Ils sont, je ne sais pas, intellectuels, artisans, commerçants, financiers, tout ce que vous voulez. La seule chose qu'ils ne sont pas, c'est paysans et soldats. Donc, pour que le projet fonctionne, pour que le sionisme puisse se réaliser, il s'agit de reconfigurer les Juifs. Il s'agit de les transformer dans le contraire de ce qu'ils sont. C'est-à-dire que, du coup, on voit bien pourquoi il y a une véritable phobie chez les pères fondateurs du sionisme de la judéité diasporique. C'est-à-dire de ces gens précisément déracinés, cosmopolites, un peu d'ici, un peu d'ailleurs, etc. Ça, c'est insupportable. C'est tout le contraire de ce dont on a besoin pour réaliser le projet. Et c'est tout à fait remarquable parce que ils n'ont pas peur de le dire. Et si on lit leurs écrits, ben, par exemple, si on lit Herzl explique que du fait qu'ils n'ont pas de racines, du fait qu'ils n'ont pas de pays, ben, les Juifs ils sont portés à devenir ou bien des spéculateurs ou bien des agitateurs communistes. Donc l'idée du juif banquier et communiste, c'est dans la tête d'Herzl. Ben Gourion expliquera que ce peuple de déracinés, c'est ce qu'il y a de pire comme engeance. Gordon, le fondateur du mouvement des kibbutzim, expliquera que les Juifs ont toujours été des parasites, ce qui est vraiment le terme antisémite par excellence. Mais c'est, comme vous disiez, totalement intériorisé, et intériorisé, je dirais, pour de bonnes raisons, puisqu'il s'agit de fonder un peuple qui sera tout le contraire. Parce que, effectivement, cette aversion pour la judéité diasporique, elle est véritablement à la base, au fondement même idéologique et culturel du sionisme. Alors, justement, vous formulez une thèse très forte qui a fait bondir vos contradicteurs. Israël est le pays le moins juif du monde. Comment un État qui se revendique l'État-nation du peuple juif s'est-il structuré contre la culture juive elle-même? Et je reviens sur ce que vous disiez sur les soldats paysans. Quel lien faites-vous entre cette volonté initiale de fabriquer des paysans soldats et la dérive fascisante que connaît la société israélienne aujourd'hui, pardon? On peut dire d'une part que le ver est dans le fruit, c'est-à-dire que dès lors qu'il s'agit dès le départ de constituer un État homogène où seul le peuple, qui doit être démocratique, mais seulement pour le peuple juif, et que donc s'il y a des gens qui ne sont pas juifs là, il faut quand même ou bien les parquer quelque part, ou bien les priver de droits, mais alors là du coup on est très démocratique, donc vaudrait peut-être mieux les mettre à la porte, comme ça au moins ça réglerait le problème, voire s'en débarrasser encore plus radicalement s'ils résistent, ce qui est la logique même des formes d'épuration ethnique et voire de génocide commis par les colonialismes de peuplement, et en particulier les colonialismes pionniers. Les colonialismes pionniers, c'est-à-dire précisément ceux qui ne sont pas les représentants ou les envoyés d'une métropole, mais ceux qui veulent constituer un nouvel État idéal sur une nouvelle terre, mais en se débarrassant des autochtones. Donc ça, c'est cet imaginaire-là, il est là dès le départ. Bon. Alors,
Ceci dit, évidemment, ça c'est la base, c'est le noyau du projet. Ceci dit, ce projet, il se réalise historiquement selon les possibilités. Donc, je n'irai même pas jusqu'à dire que l'idée du génocide était dans la tête de tout le monde dès le départ. Évidemment non. Mais il y avait quand même dans ce projet cet horizon possible d'un État exclusivement juif, avec le problème de qu'est-ce qu'on fait des autochtones dans ces cas-là. Donc de ce côté-là, il y a cette pente, elle était déjà là. Mais il y a deux choses un peu différentes. Il y a d'une part effectivement ce qui a été fait, ce qui continue d'être fait aux Palestiniens, et là on peut dire que il y a une interruption. Une interruption paradoxale d'ailleurs. C'est-à-dire qu'entre 1967 et 1987, un autre projet que ce projet donc de souveraineté exclusive sur le territoire germe. Il est essentiellement porté à l'époque par Moshe Dayan, donc le ministre de la Défense, en vainqueur de la guerre des 6 jours, qui va essayer de développer cette idée de peut-être on peut transformer Israël dans d'un projet de nation homogène à un projet plus proche de l'impérialisme colonial franco-britannique classique. C'est-à-dire, c'est l'époque où ce que les Israéliens tentent, c'est de se dire, voilà, là maintenant, on occupe la Cisjordanie, on occupe Gaza, on occupe le Golan, qu'est-ce qu'on va faire de la population qui est là? Premièrement, on ne veut pas rendre les territoires, alors même que la résolution 242 de l'ONU, du Conseil de sécurité, nous demande de rendre le territoire. On ne veut pas leur donner des droits politiques, parce que du coup, on n'aura plus un État juif. Donc, on est bien embêté parce qu'on se retrouve à occuper, à l'époque 4 peut-être, maintenant 6 millions de 5 ou 6 millions de personnes, sans leur donner de droits. Ça fait un peu tâche sur notre ambition d'être un État juif et démocratique. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, l'idée de Dayan, c'est de dire que si on donne un minimum de droits sociaux et d'opportunités économiques à la population palestinienne, eh ben, petit à petit, ils oublieront leurs revendications politiques. Et s'ils oublient leurs revendications politiques, pourquoi pas, je ne sais pas, dans 100 ans, 200 ans, 3000 ans, leur donner des droits politiques aussi, ce sera possible à ce moment-là. Mais ça, c'est effectivement ce projet d'un espèce de colonialisme libéral ou d'impérialisme colonial qui se développe entre 67 et 87. Et effectivement, c'est le moment où les frontières intérieures sont plus ou moins ouvertes, c'est-à-dire que les Palestiniens de Gaza ou de Cisjordanie peuvent aller travailler en Israël. Donc on est dans un système d'exploitation qui ressemble à d'autres modèles coloniaux, mais pas le modèle pionnier. Ça va exploser en 87 avec la première intifada, où tout le monde se rend compte que non, les Palestiniens ne vont pas abandonner leurs revendications politiques. Et donc du coup, on revient au projet initial, mais ce projet initial, pendant un temps, va être habillé, déguisé, masqué dans les négociations et l'accord de paix qui doit arriver à la solution à 2 États, etc. Sauf qu'évidemment, ça n'a jamais été fondé sur l'égalité. Une solution à 2 États où d'un côté on a un État surarmé, y compris avec la bombe atomique, et de l'autre un État qui doit être totalement désarmé, où d'un côté on a un État qui contrôle l'eau et qui contrôle l'électricité, alors que l'autre n'a pas ce contrôle, doit se soumettre au contrôle du premier. Évidemment, c'est pas une solution à 2 États. Et pire encore, il n'y a même pas de continuité territoriale entre les territoires palestiniens. Donc on est vraiment dans un régime qui ressemble quand même au régime des Bantoustans imaginé par l'Afrique du Sud. Donc on est effectivement dans un système qui est plus d'apartheid à visage humain, si on peut dire, que de solution à 2 États. Bon. Mais cette illusion tient, et elle tient en particulier grâce aux pays occidentaux. Parce que quand même, on est juste après la guerre froide, donc la guerre froide vient de se terminer, et donc l'idéologie générale ou l'imaginaire général, c'est ça y est,
il n'y a plus de grands conflits. Il y a bien sûr des conflits qui vont être thématisés de manière diverse. Enfin, il n'y a plus de séparation du monde en deux camps. On est désormais dans un monde où tout le monde est à peu près d'accord sur les règles universelles, démocratiques, libérales, etc. La fin de l'histoire dont parlait Fukuyama. Et donc, dans ce cadre-là, Israël est exemplaire, puisque voilà un pays qui accepte une solution à deux États où chacun aura des droits et où donc on va vers la paix. C'est bien la preuve que tout se passe de mieux en mieux depuis la fin de la guerre froide. Et donc, ce sont les États occidentaux qui vont se charger de dire oui, oui, regardez, Israël est bien cet État libéral et démocratique puisqu'il accepte sinon de se retirer totalement des territoires occupés en 67, du moins d'accorder un État aux Palestiniens, et donc tout va bien de ce côté-là. Et ça va durer jusqu'à 96, lorsque Netanyahou arrive au pouvoir pour la première fois, et à partir de ce moment-là, les Israéliens sont très clairs, même dans sa formule bantoustan, non à la solution des deux États. Il n'y aura pas ça, on est revenu au projet initial, et le projet initial, c'est une souveraineté exclusive israélienne du Jourdain à la mer, from the river to the sea. Et ça, c'est ce qui va se développer de façon subreptice ou non avouée, je dirais, entre 1996 et 2011. Et en 2011, dans un voyage de Netanyahou qui est revenu au pouvoir en 2009 à Washington, où il va dire d'abord au Congrès et puis à Obama, il n'y aura pas de solution à deux États, la colonisation ne va pas s'arrêter et on ne va pas s'occuper du retour des réfugiés. Et on en est là, avec le problème pour les Occidentaux jusqu'à l'arrivée de Trump. Le problème des Occidentaux jusqu'à l'arrivée de Trump, c'est que c'est à eux qu'il revient de dire Israël est une démocratie libérale qui veut la paix, alors que les Israéliens eux-mêmes disent non, pas du tout. Et donc ça va tenir comme ça jusqu'à l'arrivée de Trump 1 et encore plus avec l'arrivée de Trump 2. Et l'arrivée de Trump 2 va être un immense soulagement pour les Israéliens, parce que la dernière chose qu'il faut dire avec Trump, c'est on veut faire quelque chose de démocratique. Trump, il essaye de détruire la démocratie aux États-Unis, il ne va pas demander à ses alliés de construire une démocratie ailleurs. Donc, à partir de là, il y a une espèce de grand soulagement, même si ce soulagement est tout relatif, et peut-être qu'on va en parler. Justement, jusqu'à présent, ce pacte fonctionnait sur une illusion de sécurité, mais vous observez aujourd'hui des fissures majeures. En Israël, le pouvoir assume une posture spartiate et suicidaire. Aux États-Unis, la droite America First remet ouvertement en cause le coût du soutien à Tel Aviv. Vous notez avec ironie que le seul avantage du fascisme, c'est qu'il force à choisir. Pourquoi la position du Nini ou du sionisme libéral vous semble-t-elle désormais totalement caduque ? Elle est caduque depuis longtemps, mais ça, c'est un peu ce qu'on vient de dire. À partir du moment, enfin, la position sioniste libérale, c'était, voire de gauche, c'était de dire non, en Israël, il y a une forte minorité, voire une majorité de gens qui veulent la paix, qui veulent une solution à deux États. Voilà, le seul problème, c'est que les autorités palestiniennes ne sont pas fiables. Regardez, il y a le Hamas d'un côté, il y a l'autorité palestinienne de l'autre, on ne peut pas vraiment leur faire confiance. Donc ça, c'est le problème. Mais si on avait des bons dirigeants palestiniens, eh bien, Israël ne veut qu'une chose, c'est la paix et la cohabitation pacifique entre deux États. Bon. Ça, c'était le truc qu'on tenait. Alors on disait, oui, bien sûr, il y a des horribles nationalistes religieux en Israël, notamment ceux qui ont assassiné Yitzhak Rabin et par la suite, et on est très contre ça, et on est très contre des gens comme Ben Gvir ou Smotrich aujourd'hui, les ministres, c'est assez amusant, on les appelle les alliés d'extrême droite de Netanyahou, ce qui signifie déjà que Netanyahou, il n'est pas d'extrême droite, c'est quand même déjà étrange. Mais bon, on est contre ces gens-là, et de même, on est contre le Hamas, on est contre tous les gens
qui veulent pas la paix de l'autre côté, et nous, on est pour un juste milieu, qui est la solution à 2 États, etc., etc. Bon, ça, c'est fini. C'est devenu totalement indéfendable. C'est devenu totalement indéfendable parce que les Israéliens sont très clairs que c'est fini. Il y a 82%, c'était cette enquête que je cite, publiée dans Haaretz, de la population juive israélienne qui approuve la politique israélienne à Gaza. Il y en avait même 47% qui voulaient qu'on massacre totalement la population gazaoui. Donc, quand on est dans cette situation-là de fascisation de la société, d'acceptation d'une épuration ethnique, voire d'un génocide, là, comment est-ce qu'on peut continuer à dire non, la majorité des gens sont pour la paix, etc. C'est pas possible. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui s'est effondré de ce côté-là. Mais, comme vous le soulignez en tout début de notre entretien, ça n'empêche pas les États occidentaux de continuer à soutenir Israël. Alors, l'administration Trump soutient Israël non pas en dépit de son aspect illibéral et antidémocratique et fascisant, mais plutôt à cause de ça ou grâce à ça, parce que ça crée des affinités très profondes. Mais les Européens qui se disent les derniers gardiens de l'ordre international libéral démocratique continuent à soutenir Israël néanmoins en dépit des crimes massifs commis, et leur seule réaction c'est d'essayer de criminaliser la dénonciation de ces crimes plutôt que de prendre des sanctions contre ceux qui les commettent. Donc on peut se dire que les Israéliens ont réussi leur coup. Sauf que il y a deux choses qui se passent. D'une part, les opinions publiques occidentales sont de plus en plus révulsées par la politique israélienne. Et certaines, y compris d'ailleurs chez les Juifs. Aux États-Unis, 40% des Juifs américains disent qu'il y a un génocide qui s'est commis à Gaza. Mais dans l'électorat démocrate aux États-Unis, du Parti démocrate, plus de 60% des gens disent. Donc, il y a un basculement, d'une part, je dirais, à gauche, où il y a vraiment un rejet de plus en plus net, non seulement de la politique israélienne, mais de la forme de l'État qui explique cette politique. Mais le danger pour les Israéliens est encore beaucoup plus fort à l'extrême droite. Et ça, c'est l'ironie dans laquelle on est pour le moment. C'est-à-dire que, comme on disait tout à l'heure, lorsque Trump arrive au pouvoir, et encore plus que lorsqu'il revient au pouvoir, il y a un immense soulagement en Israël parce qu'il y a au fond une grande ressemblance entre le projet Eretz Israël, le projet du Grand Israël, et le projet de Make America Great Again, le projet d'America First trumpiste. En effet, le projet impérial trumpiste, ce n'est pas du tout le projet, et je crois que ce que je vous ai regardé, votre invité précédent à votre émission le disait très bien, le projet trumpiste n'est pas du tout le projet impérialiste américain d'après-guerre. C'est-à-dire que l'idée n'est plus de projeter les idéaux libéraux, démocratiques, portés par les États-Unis sur le monde. Ce n'est plus cette nation indispensable qui apporte la liberté et la démocratie au monde. La dernière chose que Trump veut, c'est que le monde devienne plus américain. Parce que plus le monde devient américain, plus les gens vont vouloir immigrer aux États-Unis, et ça, c'est la dernière chose qu'il veut. Donc, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit, au contraire, de faire America Great Again, et ça, ce projet America First, il a 3 piliers. Premier pilier, il s'agit de se débarrasser des parasites, des intrus, c'est-à-dire les immigrés, les ennemis politiques, etc. Donc, projet d'épuration ethnique et politique parfaitement assumé. Deuxième élément, il s'agit, et ça c'est nouveau
depuis Trump 2, ce n'était pas le cas dans Trump 1, c'est on se dit, Trump est un peu jaloux de Poutine qui explique que la Russie n'est pas complète et qu'il lui faut des territoires en plus. Il est un peu jaloux de Xi qui dit la Chine n'est pas complète, il lui faut des territoires en plus. Il est un peu jaloux de Modi qui dit quand même le Cachemire, etc. Donc il s'est demandé qu'est-ce que moi je pourrais ajouter, parce que les États-Unis avaient l'impression que c'était complet. Eh ben non, on peut penser au canal de Panama, on peut penser au Groenland, on peut penser voir Cuba, enfin bref, on peut s'étendre un peu. Bien. Donc, il s'agit d'une part d'expansion territoriale, d'épuration ethnico-politique, et troisièmement, de contrôle de l'étranger proche. Parce que c'est vrai que quand on fait de l'épuration ethnique et quand on fait de l'expansionnisme militaire, on ne se fait pas que des amis autour. Donc, il s'agit de contrôler le quartier pour s'assurer que les gens ne s'énervent pas trop. Bien. Donc ça, c'est les trois éléments de cet impérialisme-là, qui n'est pas l'impérialisme américain classique. Et quand on regarde le projet du Grand Israël, ce sont les trois mêmes piliers. Expansion territoriale, épuration technique et ethnique et contrôle de l'étranger proche, le Liban, la Syrie, etc. Donc on pourrait se dire, voilà, ils ont le même projet, tout va bien. Sauf que non. Dans certains cas, qui se ressemblent ne s'assemblent pas nécessairement. Parce que si on est logique avec le projet America First, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le projet America First, c'est de faire de l'Amérique un État purifié ethniquement, étendu dans toute sa splendeur et contrôlant son continent. Comme dit Marco Rubio, our continent, our hemisphere. Mais, du coup, on peut se demander, et des gens d'America First se demandent, si ça c'est notre projet, alors pourquoi est-ce qu'on passe tellement de temps et dépense tellement d'argent et on se crée tellement de problèmes à s'occuper d'un État qui n'est pas dans notre hémisphère et qui en plus est peuplé de gens qui ne sont pas chrétiens? Or, il s'agit quand même de faire de l'Amérique une nation blanche et chrétienne. C'est ça l'épuration ethnique et religieuse. Donc, ces gens-là sont très cohérents. Si America First c'est notre projet, pourquoi est-ce qu'Israël est notre allié? Et comme ces gens-là sont d'extrême droite et d'extrême droite classique, donc antisémites, ils disent c'est simple. Pourquoi est-ce que les Israéliens mettent le gouvernement dans leur poche? Parce qu'il y a un lobby juif qui contrôle le gouvernement. Et donc, du coup, on a une espèce de renaissance d'une extrême droite qui est non seulement antisémite, parce qu'elle n'a jamais cessé d'être, même si elle ne le mettait plus en avant, mais aussi antisioniste, et antisioniste parce qu'antisémite, pour le coup. Et donc ça, c'est, je crois, le principal danger de tous les juifs diasporiques sionistes qui ont misé sur l'alliance avec Israël pour leur sécurité. Parce que j'ai bien peur que l'avenir de la droite et de l'extrême droite, c'est cet avenir-là. Parce que c'est pour des raisons que je viens de dire, c'est-à-dire des raisons de cohérence et de logique géopolitique. Israël n'est pas dans le bon hémisphère et ses habitants n'ont pas la bonne religion. Donc pourquoi s'occuper d'eux? Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, qui n'est pas moins importante, c'est que dans la base MAGA, comme dans toutes les bases, on parlait du Rassemblement national tout à l'heure, comme dans toutes les bases d'extrême droite, il y a un vrai attachement à l'antisémitisme. C'est-à-dire que ça fait partie de leur culture. Donc l'idée qu'il faut se retenir de l'exprimer parce qu'on est allié avec Israël, c'est quand même assez coûteux. Ça leur pèse un peu. Donc l'idée de pouvoir se lâcher et se libérer, c'est quand même très soulageant. Donc voilà, donc c'est pour ça que là, avec d'une part les opinions publiques et la gauche qui devient de plus en plus critique par rapport à Israël, et toute une partie de l'extrême droite qui est en train de se retourner, c'est pas étonnant que Netanyahou a des fantasmes suicidaires de Sparte. Parce qu'il a l'impression que la fenêtre d'opportunité est en train de se rétrécir, et c'est d'ailleurs ce qui explique, à mon avis, sa fuite en avant actuelle. Justement, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, l'émergence d'une droite américaine à la Tucker Carlson, à la fois antisémite et antisioniste, comme vous le disiez, annonce-t-elle, selon vous, la fin du pacte de blanchiment?
Les Juifs qui ont sacrifié leur âme politique pour la blanchité ne sont-ils pas en train de se faire piéger totalement? C'est un peu ça que je dis de façon Mm, ironique, mais en même temps totalement sincère. C'est-à-dire mm, que, bon, pour les Juifs comme moi, mais comme bien d'autres, pour qui l'idée de soutenir un État dont les fondements idéologiques sont antisémites et qui mène en plus et surtout une politique génocidaire et d'épuration ethnique, c'est pas mm, très agréable et je conseillerais pas à quiconque de soutenir un État de ce genre. Mais même pour ceux qui se disent, certes, c'est pas très rigolo de soutenir un État génocidaire, enfin, ça nous donne quand même notre sécurité parce que du coup, la droite et l'extrême droite qui sont au pouvoir partout en Occident nous aiment et nous soutiennent. Ça, c'est ce qui est en train de se fissurer et qui pourrait mm, se fissurer extrêmement vite. Je citais par exemple dans le livre le cas de l'AfD, le parti d'extrême droite allemand, qui est dans une situation très intéressante puisque ce parti est un parti à deux têtes. Il y a deux coprésidents du parti, une coprésidente et un coprésident, l'une qui s'occupe de l'Allemagne de l'Ouest, l'autre qui s'occupe de l'Allemagne de l'Est. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont deux politiques radicalement opposées. Alice Weidel, la coprésidente d'Allemagne de l'Ouest, est très pro-israélienne, elle est très dans le mode de la droite et de l'extrême droite française ou américaine, donc extrêmement sioniste et soutenant Israël. Mais Tony Schroupala, le coprésident d'Allemagne de l'Est, qui est grand supporter de Poutine par ailleurs, et lui parle de génocide à Gaza et sur la position de Tucker Carlson. Mais ce qui est le plus intéressant dans l'histoire, c'est qu'ils ne se disputent pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tension entre eux. Ce qui veut dire qu'ils sont dans une situation d'attente, avec deux fers au feu, où ils se disent, ben, on va voir de quel côté le vent va tourner. S'il tourne du côté alliance avec Israël, on est paré, on a Alice Weidel. Si ça tourne de l'autre côté, ben, on est paré, on a Tony Schroupala. Et je pense que c'est ce qu'on va de plus en plus voir à l'extrême droite. Et comme il y a une alliance de plus en plus profonde entre les droites traditionnelles, propres sur elles, et l'extrême droite, je pense que c'est un truc qui nous guette de tous les côtés. Donc, il me semble que, et pour des raisons politico-morales, et pour des raisons de simple prudence, il serait bon que les Juifs de la diaspora s'interrogent sur les mérites de l'allégeance au sionisme. Alors, Michel, vous vous démarquez nettement de certains intellectuels de la gauche décoloniale en rejetant le concept de philosémitisme d'État. Pour vous, cette idée est non seulement innovante, mais elle alimente en sous-main la mécanique même du racisme traditionnel. Pourquoi considérez-vous que parler de philosémitisme d'État est un concept piégé et pernicieux? En quoi accrédite-t-il, selon vous, le cliché antisémite d'un pouvoir infiltré ou surprotégé? Ben, enfin, on peut prendre un exemple simple qu'on a déjà cité. Philosémitisme d'État, ça veut dire que le gouvernement aime les Juifs. On citait tout à l'heure Gérald Darmanin, membre du gouvernement, qui écrit un livre avec des propos antisémites. Donc je ne crois pas que c'est... Si on accepte le concept de philosémitisme, on accepte précisément ce qui est la mécanique redoutable dans laquelle on est avec ce pacte de blanchiment réciproque, qui est, on accepte de dire que oui, les Juifs et Israël, c'est la même chose. C'est de dire qu'ah ben oui, si l'État aime trop les Juifs, ça veut bien dire qu'il manifeste son amour des Juifs par son soutien à la politique israélienne, ça veut bien dire qu'on a raison de dire qu'il y a un signe égal entre Israël et les Juifs. Donc du coup, ou bien c'est bête, parce que c'est faux, ou bien c'est pernicieux, parce qu'au fond, on aime bien cette idée. Ou alors, on va dire, bon, ben, très bien, les Juifs peuvent être avec nous, avec les démocrates, à condition qu'ils répudient bien Israël et qu'ils nous montrent bien qu'ils ont totalement répudié Israël et qu'ils ne sont pas comme les autres. Bon. Je pense, d'un point de vue éthique et esthétique personnel, que la culpabilité et la honte sont des très mauvais guides politiques
Donc je conseillerais pas à mes petits camarades juifs de se lancer là-dedans. Mais surtout, je pense que c'est moralement et politiquement pernicieux. C'est du même ordre que lorsqu'on demandait aux musulmans français de dire que vous n'êtes pas pour Daesh, Absolument. vous êtes musulmans, donc prouvez que vous êtes bien propre sur vous en répudiant Daesh avant qu'on puisse parler avec vous. C'était insupportable, et de la même manière, il me semble insupportable de dire ça. Donc, parler de philosémitisme d'État, c'est un petit peu, c'est louche. C'est profondément louche à cet égard, et surtout, ça voudrait dire que, effectivement, soutenir Israël, c'est aimer les Juifs. Or, tout mon livre, en tout cas, essaie de montrer que c'est exactement le contraire. Vous insistez sur la distinction capitale entre philosémitisme et philo-sionisme. C'est ça. Mais enfin, en même temps, philosémitisme, c'est débile de toutes les façons, si je puis dire. Parce que aimer un peuple, ça n'a aucun sens. De ce côté-là, je me sens très, très proche, pas sur tout, mais sur ce point-là de Hannah Arendt. Il y a ce moment très amusant chez Hannah Arendt, où après avoir écrit ses reportages pour Eichmann à Jérusalem, elle se fâche avec son ami Gershon Scholem, qui lui est en Israël, donc historien de la Kabbale, etc., dont ils étaient très proches, et comme elle a été extrêmement critique de la manière dont le procès Eichmann a été construit par le gouvernement israélien, etc., Scholem se fâche et lui dit, mais enfin, la manière dont tu parles, j'ai l'impression que tu n'aimes pas le peuple juif. Et Hannah Arendt lui dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? Bah non, j'aime pas le peuple juif. Qu'est-ce que ça veut dire aimer un peuple? J'aime mes amis, et puis il y a des gens que j'aime pas, mais aimer un peuple, ça n'a aucun sens. De la même manière, j'aime pas les Allemands, j'aime pas les Français, j'aime même pas la classe ouvrière. Ça n'a pas de sens d'aimer une collectivité. Bon. Donc de ce côté-là, la notion de philosémitisme me semble extrêmement louche, parce qu'elle signifie que l'amour d'un peuple ou le non-amour d'un peuple est quelque chose de pertinent. Le non-amour d'un peuple, la détestation d'un peuple, ça s'appelle le racisme ou la xénophobie. Bien. Mais l'inverse, c'est la même chose, si je puis dire. C'est-à-dire c'est exactement le même sentiment inversé. Donc la notion de philosémitisme est extrêmement louche à cet égard. Absolument d'accord avec vous. Bon. Face à la tragédie palestinienne et à l'impasse sioniste, beaucoup à gauche se tournent vers l'histoire du Bund, ce mouvement socialiste, et autonomiste d'Europe de l'Est. Mais vous mettez en garde contre toute nostalgie simpliste. De la figure de Marek Edelman à la résistance de Yiddishland, qu'avait de si subversif la perspective bundiste face à la fois au tsarisme, au bolchevisme et au sionisme? Oui, alors j'ai une immense sympathie pour le Bund. Enfin, c'est un mouvement extraordinaire. Et je crois qu'il y a peu de... je ne sais pas si la notion de héros ne doit pas être galvaudée, mais enfin, si quelqu'un la mérite, c'est quelqu'un comme Marek Edelman. Il n'y a pas de doute à cet égard. Donc oui, effectivement, le mouvement bundiste, c'est un mouvement socialiste, municipaliste d'ailleurs, très pour la décentralisation, et qui réclamait, c'était donc dans le Yiddishkeit, c'est-à-dire dans ce qu'on appelait la zone de résidence, c'est-à-dire cette zone entre la Russie, la Pologne, le Bélarus et l'Ukraine, où étaient parqués, si on peut dire, plusieurs millions de juifs par l'Empire tsariste, dont ils ne pouvaient pas sortir par ailleurs, et qui étaient très pauvres. Et c'est donc un mouvement qui réclamait un système socialiste, mais un système socialiste fédéral, où il y aurait une autonomie culturelle pour les différents peuples constituant la Russie. Et cette autonomie, elle n'était ni fondée sur la religion, puisqu'ils étaient tous socialistes, laïcs, voire même très anti-religieux pour certains, ni sur les traditions, l'ethnie. Ils étaient essentiellement fondés sur la langue, le yiddish, et sur la culture produite par cette langue. Et donc, ils ont essayé de vendre leur projet au Parti social-démocrate, qui est ensuite devenu Parti menchevique et Parti bolchevique. Et les mencheviks et les bolcheviks, qui s'entendaient sur rien, s'entendaient sur le fait de dire non, pas question,
on veut pas de ça, on veut pas ce genre d'autonomie. Et c'était pas simplement un refus, c'était un refus au départ, mais enfin, en URSS, le Bund a été interdit dès 1920. Donc, les persécutions ont commencé en Union soviétique assez tôt. Là où ils ont pu continuer à vivre et même à s'épanouir, c'était dans la Pologne de l'entre-deux-guerres, jusqu'à ce qu'elle aussi vire un peu fasciste et antisémite. Mais donc c'était un mouvement assez florissant et tout à fait intéressant parce que c'était un mouvement tout à la fois politique mais aussi associatif. Il y avait des syndicats, il y avait des écoles, il y avait, enfin, etc. C'était un mouvement très polyphonique de ce côté-là et qui va évidemment être décimé avec la guerre. Donc évidemment, tous les bundistes vont être massacrés avec l'occupation allemande. Ceux qui vont réussir à s'échapper en Union soviétique vont pas être mieux traités et vont être parmi les premières victimes du stalinisme. Donc, ça va être une catastrophe. Certains vont néanmoins survivre. Ce sont en grande partie les bundistes, et notamment Marek Edelman, qui ont organisé la révolte à la fois héroïque et pathétique du ghetto de Varsovie à la fin de la guerre. Marek Edelman fait partie des 4 ou 5 qui ont réussi à en réchapper en s'enfuyant par les égouts et qui ensuite a participé à la libération de Varsovie en 1945 et qui ensuite est resté en Pologne étrangement pendant toute sa vie. Il est mort, je crois, fin des années 70, début des années 80. Évidemment subi pas mal d'avanies du régime communiste polonais. Il a ensuite rejoint Solidarité à la fin des années 70, juste avant de mourir. Mais il est resté fidèle au Bund du début à la fin. Bon. Alors c'est un mouvement extrêmement sympathique. Enfin, plus que ça, c'est un mouvement social et politique. Ceci dit, je comprends pourquoi beaucoup de juifs antisionistes de gauche aujourd'hui retrouvent le Bund, se réclament du Bund, aiment le Bund. Mais il y a là quelque chose qui me semble intéressant, qui est le fait que le Bund et la situation des juifs de cette zone de résidence, et donc parmi eux ceux qui se sont tournés vers le Bund ou ont fondé le Bund à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, étaient dans une situation qui n'est pas celle, je dirais, des juifs d'Europe occidentale. C'est-à-dire que les juifs de la zone de résidence étaient maltraités comme le sont les minorités racisées. C'est-à-dire qu'ils étaient considérés comme inférieurs, ils étaient discriminés, considérés comme inférieurs. Ils n'étaient pas, comme les juifs d'Occident, considérés comme dangereux. C'est-à-dire que c'est pas la même chose. L'antisémitisme tel qu'il s'est constitué, racial, tel qu'il s'est constitué en France et en Allemagne en particulier, mais aussi dans les autres pays d'Europe occidentale à la fin du 19e et au 20e siècle, c'est un antisémitisme qui considère les Juifs comme ce peuple sans racines, infiltré à l'intérieur de la bonne société et qui, parce qu'il n'a pas de racines, veut se venger. Et veut se venger comment ? En déracinant les autres. Le problème des Juifs, ce qui fait des Juifs des gens tellement nocifs, c'est le fait que quand on vit parmi eux, on se met à douter de sa propre identité. On se met à douter parce que eux sont des étrangers de l'intérieur. Leur seule existence met en question la naturalité des origines, la naturalité des racines et des identités. Et donc, ça, c'est pour ça qu'il faut s'en débarrasser pour reconstituer la pureté de la société. Et donc ça, c'est un antisémitisme particulier qui est celui qui m'intéresse moi, parce que c'est précisément celui-là qui me semble constitutif d'une culture juive diasporique qui m'intéresse. Mais je comprends pourquoi les juifs antisionistes se réclament du Bund, parce que au fond, c'est une manière de se rapprocher, de se sentir comme les autres minorités
racisés et discriminés aujourd'hui, puisque les juifs de la zone de résidence étaient traités tels quels. Donc, à la fois, je comprends, en même temps, faire, voilà, faire du Bund la voie de salut, c'est occulter ce qu'on peut tirer d'une condition diasporique. Plutôt que d'essayer de prouver à l'extrême droite que les juifs ne sont ni cosmopolites ni subversifs, vous suggérez un coup de judo intellectuel. Assumer ces stigmates pour redevenir leur pire cauchemar. Comment transforme-t-on le trope antisémite du déraciné en arme antifasciste? Oh ben, il y a une longue, enfin ça, c'est pas moi qui l'invente, il y a une longue tradition de ce côté-là. Notamment, je parle à un moment de cette figure peu connue mais vraiment intéressante qui est Bernard Lazare, grand militant anarchiste, dreyfusard, temporairement sioniste avant de rejeter le sionisme, et qui a lancé cette notion de paria conscient. Et le paria conscient, parce qu'il explique que les juifs sont toujours coincés entre ou bien être des parias, c'est-à-dire rejetés et rejetés parmi les rejetés puisqu'ils n'ont même pas d'endroit où aller, et la possibilité d'être un parvenu, c'est-à-dire de réussir à s'intégrer, mais c'est une intégration toujours très fragile, puisque c'est une intégration qui dépend de la protection qu'ils reçoivent des élites sur place. Et donc, comment sortir de ce dilemme entre le paria et le parvenu? Ben, il développe la notion de paria conscient. Et le paria conscient, il n'est pas animé par un désir de s'intégrer et de devenir un blanc ordinaire, mais de développer la perspective du paria comme perspective politique. C'est-à-dire d'en faire une perspective critique, tout à la fois ironique et humoristique, sur toute forme de revendication d'identité et de souveraineté. C'est-à-dire une espèce de méfiance, d'attention méfiante et ironique par rapport à tous les mouvements qui disent l'identité, c'est le sol, c'est le sang, mais c'est aussi la classe, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est une espèce d'allégeance inconditionnelle, ce qui à la fois, je dirais, appauvrit la culture et appauvrit les différences à l'intérieur de la culture, et d'autre part facilite la prise de pouvoir par des chefs qui vont se dire c'est moi qui représente ce peuple homogène. Bien. Donc, l'avantage du paria conscient, et plus généralement l'avantage de la culture diasporique, c'est que c'est une espèce de perspective pas nécessairement émancipatrice, il ne s'agit pas de remplacer le prolétaire ou le damné de la terre par le paria conscient, mais c'est un espèce d'adjuvant, c'est une posture critique et attentive à toute forme de durcissement, de solidification des identités ou des souverainetés. Et dans des périodes comme la nôtre, qui sont des périodes de fascisation, je pense que cette perspective, elle a son intérêt et elle peut apporter sa petite mayonnaise, son petit élément dans la mayonnaise antifasciste dont nous avons besoin aujourd'hui. Alors Michel Ferrer, au-delà de cet essai, vous co-animez le média Diagramme.fr, un observatoire précieux de la droitisation du monde qui croise géopolitique, écologie et néolibéralisme. Quand on voit l'alliance grandissante entre nationalistes chrétiens, partisans d'un muskisme libertarien autoritaire et partisans d'une politique de force en Israël, l'articulation des luttes entre la résistance diasporique et la critique globale du capitalisme autoritaire est-elle le seul moyen d'endiguer la peste brune qui vient? Non, c'est sûrement pas... Enfin, penser l'extrême droite, ça c'est effectivement ce qu'avec bien d'autres, le média en ligne que j'ai cofondé essaye de faire. Mais, encore une fois, la condition diasporique et la perspective diasporique, c'est un élément dans la pluralité des perspectives antifascistes. Ce n'est certainement pas une solution définitive et ça n'apporte pas de message émancipateur, universaliste et général. Donc c'est juste une manière de, c'est ce que je dis à la
fin du livre, ce que j'essaie de dire, que je reprends à Hannah Arendt d'ailleurs, c'est une manière de s'occuper de ce qui se passe entre nous, s'occuper de l'antre. C'est-à-dire que Arendt disait que ce qui menace ce qui se passe entre nous, les liens entre nous, notre interdépendance, c'est deux choses. C'est d'une part l'atomisation, lorsqu'il n'y a plus de lien entre nous, c'est-à-dire la manière des liaisons qui peut arriver, et qui peut arriver soit par un espèce de, de capitalisme libéral qui fait que chacun ne s'occupe que de son intérêt, mais qui peut arriver aussi par des régimes totalitaires qui s'occupent de ce qui doit se passer entre les gens et ne les laissent pas développer leurs relations entre eux. Donc ça, l'atomisation, c'est un risque. Mais l'autre risque symétrique, c'est un risque de concaténation. C'est un risque de voir l'antre bouché. Bouché par quoi? Par des allégeances obligatoires à des identités. Des allégeances inconditionnelles à des nous. Que ces nous soient raciaux, nationaux, religieux, politiques, etc. Et donc, veiller sur l'antre, c'est veiller sur la possibilité pour les gens de réfléchir à qui ils sont, à comment ils veulent vivre ensemble et à se reposer des questions sur qui ils sont et sur leurs relations entre eux. Donc, ce qu'apporte la condition diasporique, c'est juste ça. C'est cette manière d'essayer de prendre soin de l'antre, de l'empêcher, en tout cas de veiller à l'empêcher de s'atomiser d'un côté et de se remplir de l'autre dans des espèces d'allégeances étouffantes. Donc ça, c'est ce que ça apporte. Ça suffit pas. Et c'est loin de suffire, mais je pense que c'est un point de vue critique qui est important, et en particulier dans des moments de fascisation où on a besoin de toutes les ressources possibles pour conjurer ce qui se passe. Mais effectivement, ce que Diagramme essaye de faire avec bien d'autres, c'est d'essayer d'inventorier et de croiser les dimensions de l'extrême droitisation en cours. C'est de montrer comment le capitalisme se transforme, et en particulier depuis la crise de 2009. C'est de montrer comment la géopolitique se reconstitue, comment, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, on n'est plus dans cette époque, je dirais, unipolaire de l'après-guerre froide, d'une domination néolibérale américaine du monde, mais on est plutôt dans un monde multipolaire dirigé par une espèce de consortium de brutes, de Trump à Poutine, à Netanyahou, à Modi, à Erdogan, etc. Donc, c'est repenser la géopolitique de ce côté-là, c'est repenser aussi ce qui se passe du point de vue des politiques écologiques et environnementales, c'est-à-dire que pendant longtemps, on a critiqué le capitalisme vert comme étant du greenwashing. Là, on n'en est plus vraiment là, on en est à une espèce de capitalisme fossile déchaîné et fier de l'être. Donc, comment penser cette évolution-là? Penser aussi la diversité des extrêmes droites, parce qu'elles croisent toutes, elles s'entendent assez bien, mais elles sont quand même différentes, et donc il s'agit de mieux connaître les ennemis. Bref, ça, c'est un objectif qui est un objectif d'essayer de mieux comprendre, parce que précisément, on a besoin de nouvelles résistances qui doivent répondre à la situation dans laquelle on est. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se tromper de bataille, il ne faut pas mener les batailles d'hier face aux ennemis d'aujourd'hui. Charles Michel, avec cet entretien, vous redonnez aux auditeurs une grille de lecture décapante pour ne plus se laisser piéger par les faux dilemmes du débat public. Je rappelle le titre de votre livre, Redevenir juif, la fin d'un pacte de blanchiment réciproque, aux éditions La Découverte, ainsi que votre travail à découvrir avec l'équipe de diagramme.fr pour ceux qui ne connaissent pas encore. Merci infiniment, Michel. Merci à vous. La rigueur de vos analyses et votre générosité intellectuelle. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.